Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui on va parler un peu de Darwin. Alors, j'ai écrit un texte il y a longtemps, une dizaine d'années, et je l'ai un peu actualisé. C'est pas très long, mais ça résume à peu près tout parce que j'ai lu à peu près tout sur Darwin il y a une dizaine d'années. Alors, Charles Darwin est un Anglais, il est né le 12 février 1809, il vit comme un rentier à l'ère victorienne et décède chez lui à Down House le 19 avril 1882. Donc on est en plein 19e siècle à l'ère victorienne. Darwin est un agnostique, faute de mieux, j'appelle ça. Alors que l'athée est enclin à un blocage quelconque avec le sacré, l'agnostique a échoué à approfondir sa curiosité avec l'au-delà. D'abord, de tradition catholique, quelque peu croyant mais pas trop, moins que sa femme, ses travaux scientifiques le conduisent à des explorations du langage, au sens large et ouvert, comme l'observation attentive des progrès de ses nombreux enfants, par exemple avec le fameux stade du miroir que l'on trouvera dans la psychanalyse, c'est lui avec ses enfants, en observant comment ça marche, ses enfants, où il ne lui est plus possible de concilier les contradictions des différents discours. Dans son autobiographie, Darwin écrit que le mystère du commencement de toute chose est insondable. C'est pourquoi je dois me contenter de rester agnostique. Darwin écrit aussi dans son autobiographie que toute la nature est le résultat de lois immuables. Ah, là ça m'intéresse. Géologue et naturaliste, Darwin a énoncé sa découverte de la sélection naturelle en rationalisant les lois immuables de la nature, qu'il a pu observer, alors que l'ère victorienne les attribuait au Dieu créateur et biblique. D'ailleurs, les principes géologiques de Lyell, son aîné et ami, sont venus ouvrir béantes les portes chronologiques de la Genèse et de la création du monde. C'est en découvrant la transmutation ou la mutabilité des espèces, et non leur fixité, comme Freud devra dépasser l'idée de l'hérédité des maladies nerveuses, qu'il démontre l'origine des espèces. En revanche, Darwin n'est pas parvenu à comprendre que la mutabilité des espèces ne représentait qu'une partie de l'immuabilité des transformations de l'univers vivant. Quels sont les derniers mots de l'origine des espèces de 1859 ? Tandis que notre planète, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continue à tourner dans son orbite, une quantité infinie de belles et admirables formes, sorties d'un commencement si simple, n'ont pas cessé de se développer et de se développer encore. Point d'exclamation, point final. Ce développement progressif parle de l'hexagramme de l'énergie de Charles Darwin, 35 le progrès, ou aussi traduit avancer au grand jour. Je préfère avancer au grand jour. L'histoire occidentale a associé le mot et le concept d'évolution car il entraîne le faux débat d'opposition avec le créationnisme. Donc ça c'est pour le puritanisme américain. Or, la progression, l'avancée et l'élévation contenues dans l'idéogramme Gene, qui nomme l'hexagramme 35 avancé au grand jour, dans l'idée de Darwin sont plus progressives que le brutal concept de l'évolution. Il conçoit quelque chose de très progressif et pas une évolution d'un seul coup. Le progrès, l'énergie 35 avancée au grand jour est un moment d'avancée patiente et progressive dans des conditions difficiles, où on atteint son but seulement après un long chemin parsemé d'obstacles, où l'on est amené à montrer et prouver ses propres talents et les mettre au grand jour, les exposer en pleine lumière. C'est ça qui se passe
dans cette énergie 35 avancée au grand jour. Donc maintenant, je vous donne la liste, on va revenir à Darwin après. Pour l'instant, je vous donne la liste assez nombreuse de personnes dont j'ai deviné qui vivaient ou ont vécu dans cette énergie-là. Je précise que tous, le point commun, ont tous une relation avec les chevaux, parce que dans le jugement de cette énergie 35 avancée au grand jour, l'étude du jugement, il y a cette phrase « emploi de nombreux chevaux en don d'investiture ». Ce qui résonne parfaitement avec Darwin quand il fait son voyage avec le Beagle en Amérique du Sud, pas latine. Donc, je vous donne la liste de noms. Cardinal de Richelieu, Theodore Roosevelt, président américain, Clint Eastwood, les westerns, Kevin Costner, pareil, Bradley Cooper, pareil, on les connaît à cheval, en cavalier. Jodie Foster aussi, elle est montée à cheval. Françoise Sagan, Sylvie Testu, Amélie Nothomb, Virginie Efira. Elle est montée sur des rennes avec Fred Lopez. Jean Rochefort et Guillaume Canet, qui étaient amis. Nicolas Hulot, qui s'est marié à une cavalière, il me semble, à un moment. Et Hergé. Alors, je reviens sur Hergé parce que j'ai parlé des éléments il y a quelques vidéos, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Et dans Hergé, si on ouvre Tintin en Amérique, on voit les deux éléments qui composent cette énergie 35 avancée au grand jour, c'est-à-dire la terre et le feu. Et dans Tintin en Amérique, on voit la terre en feu. Okay ? Donc le dessin n'est pas là par hasard. C'est son énergie, c'est son expression, c'est comme ça. Bon, je reprends le fil avec Charles, mon ami Charles. J'ai à peu près tout lu, c'était passionnant. Le jugement de 35 avancé au grand jour est le prospère prince de Qiang. Donc là, on est dans du langage symbolique. Ok ? C'est un personnage de l'histoire réelle chinoise réelle, mais qu'il faut entendre au niveau symbolique. Le prospère prince de Qiang est gratifié de nombreux chevaux. En un jour, il reçoit une triple audience. Le prospère prince de Qiang, personnage historique chinois, symbolise ici le jeune rentier britannique Charles Darwin. Il est gratifié de centaines de chevaux pour explorer les terres d'Amérique du Sud lors de son long et périlleux voyage, un périple aventure, du Beagle de 1831 à 1836. Après un refus paternel, il reçoit une triple audience à 22 ans afin d'obtenir l'accord de son père pour ce grand voyage, cette aventure, grâce au soutien de son aîné, le géologue Henslow, et de son oncle Wedgwood. Voilà, ça c'est pour expliquer, mettre en lien, en lumière, les études de son énergie et son vécu. Bon. Dès le premier trait de l'énergie 35 avançant au grand jour, la seconde phrase du commentaire, la seconde sentence est « présage d'ouverture ». Ça correspond, pour Darwin, c'est ce fameux voyage du Beagle, qui est le nom du bateau sur lequel il va naviguer, un gros bateau, qu'il raconte lui-même dès son retour, de jeune inconnu au départ, à la pleine lumière à l'arrivée. Il se montre, il a montré de quoi il était capable. C'est quand même un voyage énorme et périlleux. Voyage d'un naturaliste autour du monde. Donc ça, c'est le livre qu'il écrit en rentrant, et il devient célèbre par la même occasion. Alors, on comprend que la grande image de cette énergie 35 avancée au grand jour, soit, deux points ouvrez les guillemets, en langage symbolique, l'être accompli ainsi en s'éclairant et en veillant sur lui-même rend sa conduite lumineuse. C'est ça qu'il a fait, avec son voyage et son livre, en rentrant. Ok ? Dans ce présage d'ouverture, voyage fondateur de toute sa carrière à venir, d'abord géologue, puisqu'il est dans le trigramme de la Terre, en bas, Darwin se révèle aussi peu à peu naturaliste. De son aventure extraordinaire, il ramène en 1836 une foule d'observations, de réflexions, de questions, de documents géologiques, de matériaux archéologiques, des ossements, des minéraux, végétaux et animaux en tout genre, du corail très important dans le nord d'Australie, qui lui permettront de multiplier les études pendant plus de 2 décennies. Pendant 20 ans, il va travailler sur ces matériaux et l'origine des espèces ne naîtra qu'en résultat, donc en conclusion de toute cette étude
fondamentale, cette recherche avec ses trouvailles. D'écrire sa démonstration de la sélection naturelle de 1859 de l'origine des espèces, qui est un peu long à lire, mais qui est un monument, une étape scientifique quand même. De retour du Beagle fin 1836, Darwin passe l'hiver à ranger tous ses matériaux, puis il entreprend son enquête systématique, une expérience du langage, de 1837 à 1839, avec 11 carnets thématiques. C'est là que ça m'a passionné, parce que moi je fonctionne avec les carnets depuis l'adolescence. Donc le carnet A, c'est pour toutes ses réflexions sur la géologie. Le carnet B, c'est ses réflexions pour la transmutation des espèces qui va conduire son intuition jusqu'à l'origine des espèces. Toute la théorie de l'évolution, on va voir que c'est pas comme ça et que c'est comme ça en même temps, c'est dans ce carnet B-là. De 1837 à 1838, le carnet B est d'environ 17 cm sur 10 avec 280 pages, dont certaines arrachées. Okay, donc ça c'est un document qui a été traduit et qui existe, que j'ai lu, que j'ai acheté et que j'ai passionnément lu quand je me suis occupé de Darwin il y a plus d'une dizaine d'années. En même temps que Jung et Freud. Okay, c'était un petit trésor de la pensée en train de s'écrire en direct, non prémédité pour une publication, qu'il faut lire comme si c'était un présocratique. Moi j'ai adoré, c'est ma référence, les philosophes présocratiques grecs. Parce qu'on voit la pensée en train de s'écrire et de se construire. C'est ça qui est magique. Donc là c'est très riche. Comme s'il nous restait un livre Nag-Simandre, okay, le premier cartographe par exemple. Il s'agit de la première formulation consciente et progressive du transformisme de Darwin. À ce moment-là, c'est pas encore la théorie de l'évolution. Au début du carnet B, Darwin pose la question de la transmutation des espèces. Et progressivement, à la fin du carnet B, Darwin est pleinement convaincu de l'immuabilité des espèces. Entre-temps, une petite année s'est écoulée, au cours de laquelle il a lu, entendu, rencontré, discuté, débattu de tout ce que se dit sur le sujet. Depuis ses illustres prédécesseurs, aux académies, jusqu'aux contemporains les plus savants. Il a rencontré tout le monde. En fait, l'enjeu du carnet B est capital. Il y aura un avant et un après pour Darwin. Le carnet B est la boussole jusqu'à l'origine des espèces. Donc, la filiation de l'homme naît ici. Ici, il s'agit de passer du croire au savoir, une transmutation elle-même. Darwin lit aussi les ouvrages de son grand-père Erasmus Darwin. Il s'interroge sur la génération. Bref, à la lecture du carnet B, à chaque page, on constate sa pensée en progression, lente et laborieuse. Elle s'élève peu à peu jusqu'à la lumière appliquée, une certitude expérimentée. Au fil des pages, s'esquisse une théorie des éléments, par 3 ou par 5. Je me rappelle qu'Empédocle, le présocratique, c'était déjà 4 éléments. C'était plus que tous les autres qui disaient l'un c'est le feu, l'autre c'est l'eau, etc. Avec une infinie variation. 5 éléments avec une infinie variation, ce sont ces mots. Quelques grands noms stimulent son ambition scientifique, Newton, Copernic, et Freud lira et assimilera tout Darwin. Okay, c'est pour ça qu'il y a des thématiques de Darwin qu'on va retrouver chez Freud tel quel ou approfondies chez Freud. Mais Freud ne lira pas le carnet B, c'est pas encore publié à ce moment-là. Comme le dit Lyell, il faut repenser toute l'échelle géologique, temporelle et zoologique. Donc, arbre de vie, forme ancestrale commune, un père des mammifères, un monde qui change, un premier être pensant. Intervient la question épineuse des 1000 formes intermédiaires et manquantes. Les objections des adversaires, la réfutation d'une histoire horizontale, tout ne marche pas à l'horizontalité comme il est en train de déplier le tout de la connaissance, mais ça ne marche pas forcément comme ça, et même pas du tout. Le refus de la genèse biblique. Darwin veut, ouvrez les guillemets, découvrir les causes du changement. Ah, ça me passionne, parce que moi j'ai les clés des causes du changement.
Ce serait alors l'objet principal d'étude, c'est lui qui écrit, de nos guides, de nos spéculations sur le passé et le futur. Fermez les guillemets. Charles mène son enquête jusqu'au bout, ouvrez les guillemets. Quelles sont les lois de la vie? Point d'interrogation, fermez les guillemets. En 1838, Darwin nomme sa théorie de, ouvrez les guillemets, la théorie des changements. On est bien dans le livre des changements, non? Car il faut, ouvrez les guillemets, observer un changement parfait. Mais oui, c'est ta vie dans cette énergie-là, le changement parfait, Charles. Il faut voir, ouvrez les guillemets, le processus de transformation des formes. Oui, il est dans la bonne direction, mais il va trouver, mais pas tout trouver. C'est quand même un progrès. Alors, en conclusion, je reformule ce qu'on vient de dire. Je conclus par un petit résumé personnel. Avec son esprit scientifique, Charles Darwin a détruit le mythe de la création inscrit dans la Genèse de la Bible. Ok, c'était son objectif quand même. À l'ère victorienne, c'est déjà un progrès considérable. Grâce à son voyage et périple sur le Beagle et en Amérique du Sud, où il a employé de nombreux chevaux, comme c'est inscrit dans le jugement de cette énergie, 35 avancés au grand jour, Darwin a formulé son concept du changement ou de l'évolution dans l'origine des espèces de 1859. S'il a ouvert scientifiquement l'horloge du temps chronologique, il s'est arrêté au pied de l'espace-temps quantique. Voilà, il a apporté quelque chose, mais depuis on a encore progressé. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui les incarnés et à bientôt.